Bonsoir à tous, je m'appelle Yann Le Squarnec, professionnel dans le développement web depuis... Alors attendez, voilà. Je travaille dans le développement web depuis 2001. Je travaille sur la technologie PHP depuis 1999. Avant d'être 100% dans le web, je travaillais déjà sur PHP. Donc j'ai une petite expérience, aussi bien bonne que mauvaise. Donc ce soir, nous allons parler de PHP. PHP, c'est un sujet qui m'est cher. Ça fait 15 ans que tout le monde me dit PHP, c'est mort. L'année prochaine, tu feras autre chose. Voilà. Ça fait 15 ans que PHP, j'en fais, que je m'amuse tous les jours, que j'apprends tous les jours, et que c'est devenu presque un jeu pour moi, une petite drogue personnelle. Donc je vais essayer de vous faire passer cette petite flamme de passion que j'ai pour la technologie. J'ai prévu quelques petits topics à voir ensemble. Je vais surtout vous expliquer des principes de base. Okay, on ne va pas commencer à faire du MVC, de la programmation en objet. On va rester sur les principes de base. Vous expliquer un peu d'où vient le besoin d'avoir des applications web. C'est intéressant aussi de regarder un peu en arrière pour voir où on est et le chemin qu'on a parcouru. Donc, d'où venons-nous? De ces formidables machines, les terminaux, S400, MVS, etc. Tout ce qui est ce qu'on appelle de la vraie informatique. Pour ceux qui connaissent, aujourd'hui c'est encore le quotidien de certaines personnes très chanceuses dans les assurances, dans les banques et dans certaines administrations. Intérêt de la machine, c'est qu'on n'a rien à installer dessus, d'accord? On allume le terminal, on a directement l'application disponible, il n'y a pas de mise à jour à faire, il n'y a pas de conflit de DLL, il n'y a pas de tout ça. L'évolution à la française, franco-française, donc, mais globale à tout le pays, c'est le Minitel. Minitel qui était aussi, pareil, un terminal, rien installé dessus, juste une connexion qui s'ouvre avec un peu de firmware, donc un logiciel très très simple qui permet de se connecter et de récupérer des écrans. On envoie des informations au serveur, il nous renvoie des choses, et on n'a pas vraiment de logique, on n'a rien qui définit le métier sur la machine. On s'est fait rattraper, aucune installation nécessaire, pas de mise à jour, pas de coût de déploiement de nouvelles versions applicatives. D'accord ? On arrive sur les années 80, années 90, le boom des ordinateurs personnels, l'arrivée de WinDev, de Power Builder, de Visual Basic, et toutes ces applications qui permettaient de se connecter à des bases de données, de faire des clients, ce qu'on appelait les clients lourds. On allait développer une appli, l'installer sur la machine, on pouvait installer plein d'applis différentes sur les ordinateurs, et on avait des problèmes de configuration, des problèmes de conflit, des problèmes de SMTP, des problèmes, voilà, un petit peu dans tous les sens. Donc, on peut partir du principe que ça ressemble à une avancée, mais pour plein de gens dans l'informatique, c'était un retour en arrière. Parce que les systèmes administrateurs, les administrateurs système, pardon, avaient quelques petits problèmes de mise à jour. Quand on gère un parc de 4000 machines qui doivent avoir les mêmes applications, les mêmes versions d'operating system, ça commence à être un peu compliqué. Donc le cauchemar commence, plus en plus de puissance nécessaire, alors qu'un terminal, ça n'a pas de puissance, on met la puissance du côté serveur. Problème d'installation, mise à jour de l'OS, problème de DLL, et incompatibilité entre applications. J'installe une application développée par une équipe de mon service informatique, ça marche, c'est super, j'en installe une autre, plus rien ne marche. C'est bon, c'est le bonheur de l'informatique. Alors, sur les PC, on avait la chance d'avoir des émulateurs. Il y avait des gens qui arrivaient à leur bureau, qui avaient la chance d'avoir sur une machine avec un bel écran, installé un Windows très joli, et quand ils ouvraient leur ordinateur, ils passaient en mode émulateur, donc pour avoir exactement le même écran qu'ils avaient avant, sur un terminal, pour pouvoir fonctionner et travailler dans les logiciels de leur société. Alors, on a évolué depuis le client lourd et depuis l'émulateur vers une logique qui est entre les deux. Les applications web, on n'a plus de déploiement à faire. On peut se connecter à une application et donc accéder à un ensemble de fonctionnalités de pratiquement n'importe où, maintenant même de la télé,
hein, vous vous connectez sur votre Freebox, vous pouvez aller travailler sur l'interface web de votre société, un extranet, un intranet, une application spécifique. Vous pouvez aller sur Facebook. Voilà. On n'a plus de problématiques de déploiement, moins de problématiques de déploiement. Maintenant, c'est des problématiques d'intégration avec le navigateur, mais bon, ça, vous découvrirez, pour certains d'entre vous, vous découvrirez quand vous arriverez dans le monde du travail. Et pour les autres, vous connaissez déjà. Donc aujourd'hui, on a fait évoluer la technologie pour essayer de mettre le moins de logique possible du côté client, donc sur l'ordinateur, et le plus de choses possible du côté du serveur. Sur une application web, normalement, sur mon Mac par exemple là, j'ouvre une application web avec Chrome, je n'ai rien de métier, je n'ai absolument rien à part des éléments graphiques, des éléments de présentation et un tout petit peu de logique, un tout petit peu de mécanique pour garantir les appels à différentes pages et différentes fonctionnalités. Je n'ai théoriquement absolument rien d'installé sur ma machine. Je peux reprendre le cours de mon activité sur mon téléphone, si mon téléphone me le permet, sur ma tablette, sur ma télé, et demain, éventuellement, sur votre frigidaire. Ça arrive, hein, j'ai vu des tablettes sur les frigidaires, extraordinaire. Donc on revient vers une logique plus simple pour les utilisateurs, mais des problématiques de développement un peu plus gênantes de temps en temps. Donc, ça c'est d'où on vient. Je vais passer la slide qui est juste après, très rapidement. Alors, je voulais parler des formulaires. Pour parler des formulaires, qui parmi vous n'a jamais rempli un formulaire sur le web? Qui sait comment ça fonctionne? Ouais, non, mais je sais pas. Bon. Comment fonctionnent les formulaires? Comment fonctionne en fait l'interactivité entre la machine et son utilisateur? Vous allez demander au serveur de vous envoyer, enfin de vous présenter la page d'une fonctionnalité. Il va vous envoyer un ensemble de contenus, de présentations, des champs qui vont vous permettre de rentrer les informations. Vous allez renvoyer les informations que vous aurez rentrées dans les champs au serveur et vous pourrez comme ça communiquer. Le serveur va réagir en fonction de ce que vous aurez fait comme saisie, d'accord? C'est là un des intérêts de PHP, c'est que justement, on peut développer des applications qui vont nous permettre d'avoir une interactivité entre l'utilisateur et le serveur extrêmement simplement. Quelqu'un qui a commencé PHP il y a 2 heures, avec un petit tuto, peut commencer à faire un petit formulaire, avec une petite base de données derrière, commencer à stocker les informations, sans complètement se perdre dans de la technique, avoir à installer des choses extraordinairement compliquées sur sa machine. D'accord? PHP, on peut commencer à un niveau très 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 bas, et évoluer en fonction des besoins, et en fonction de la complexité nécessaire. Donc je fais un peu de théorique, là, après je vais partir dans l'éditeur et on va coder, je vais vous expliquer. Qui n'a absolument aucune connaissance de PHP jusqu'à maintenant? Ok, d'accord. N'ayez pas peur, hein, c'est super simple. Voilà. Ça fait pas mal, hein. C'est très gentil PHP. Donc comment fonctionne une requête serveur? Donc, vous avez déjà entendu parler de ce site, c'est nouveau, c'est pas mal, ça va aller très loin. Donc, je vais sur un formulaire, je vais sur Google, je vais saisir dans le formulaire Silex Labs, d'accord? Je fais entrer. Quand je fais entrer, mon navigateur, mon Chrome, là, pour le coup, va envoyer une requête au serveur. Mon Lyon, j'aimerais bien que pour cette page-là, tu me donnes les informations qui correspondent à ce que je viens de t'envoyer. Le serveur, lui, va réagir en fonction de la programmation qu'on lui a donnée. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Et va renvoyer un contenu qui va dépendre de ce que vous aurez rempli dans le formulaire. Si je rentre donc Silex Labs, le fait que Silex Labs sorte, c'est voulu, c'est pas complètement aléatoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre mon navigateur
et le serveur, on a ce qu'on appelle une requête HTTP. HTTP :// c'est pas juste pour faire joli au début des adresses. D'accord? On s'est connecté à un serveur, le serveur de Google. On lui a envoyé une URL. Tout le monde connaît l'URL, ce que c'est? OK? Avec une méthode get. Donc get, je spécifie, quand j'envoie ma requête HTTP, que le format des informations que je lui envoie, ça va être principalement dans l'URL. D'accord? Donc dans l'URL, on reconnaît ici, là c'est le nom de la page, donc WebHP. Source ID, c'est le nom de l'information, c'est ce qui va identifier l'information. L'information, elle est après le égal, Chrome Instant, d'accord? Et commercial, je dis au serveur, je commence une nouvelle donnée qui va être identifiée par ion. La donnée, c'est 1, d'accord? Extrêmement simple, d'accord? Très simple à parser, et même à lire, c'est très simple. Ce qui en devient d'ailleurs de temps en temps un petit peu dangereux. Le code de retour 200, c'est que le serveur a bien réagi à ma requête, il a trouvé la page que je demandais, et il a fonctionné, je dirais, dans les paramètres acceptables. Il m'a renvoyé, donc, enfin, il va me renvoyer un contenu. Les données qui ont été envoyées, présentées dans Chrome, qui est un outil extraordinaire, très dangereux, parce que ça offre beaucoup trop de fonctionnalités pour les gens mal intentionnés. Les informations envoyées par Chrome au serveur, on reconnaît Source ID, ici, Chrome Instant, Ion, ESPV, IE, d'accord? On retrouve toutes ces informations-là dans l'URL. Ça, c'est le get. En PHP, tout ce qui est reçu après le point d'interrogation, là, tout ce qui est passé en fait en paramètres, va être automatiquement mis dans un tableau en PHP qui s'appelle $_get, en majuscule. Ce qu'on appelle un tableau magique qui est rempli par le système dès qu'on fait une requête HTTP. Dès qu'on appelle une page, le tableau va être présent. Même s'il n'y a aucun paramètre, d'ailleurs, il va le remplir à vide. Si j'avais fait une requête en post, d'accord, donc un autre type de communication avec le serveur, dans l'URL, j'aurais aucune information. Je pourrais en avoir 2-3, mais c'est pas dans cet endroit-là que je vais envoyer le plus gros des informations. L'information va être cachée en fait dans le header, donc dans l'entête HTTP qui est envoyée au serveur. Ça va être présenté exactement de la même manière ici. On aura un bloc de données avec des valeurs qui seront identifiées par un identifiant donc, de la valeur, égal, la valeur elle-même, un séparateur pour les données avec un et commercial, identifiant égal valeur, et commercial, etc. Et on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre des tableaux de dimensions multiples. Tout le monde maîtrise le concept de tableau ou pas? Ok, donc je vais partir du principe que oui.